Le philosophe examine toute vérité. Et puisqu'il examine toute vérité, et puisqu'il a la liberté de remettre en cause les vérités de la religion, alors le philosophe est condamné. Socrate a été condamné. Pourquoi? Parce que Socrate a d'une part critiqué la religion effectivement de la cité athénienne. Giordano Bruno a été brûlé vif parce qu'il a osé critiquer certaines vérités que l'Église défendait. Spinoza a été excommunié pour avoir critiqué certains principes du judaïsme. Donc, vous remarquerez très bien que quand il s'agit de la philosophie et de la religion, automatiquement, dans un premier temps, on a effectivement la figure de ces philosophes qui ont été condamnés, ces philosophes qui ont exilé, ou bien ces philosophes qui ont été persécutés, parce que tout simplement, ils ont remis en question les valeurs et les vérités que défendait effectivement la religion. Donc, dans ce contexte-là, il y a une contradiction entre la foi et la raison. Dans ce contexte-là, le croyant s'oppose effectivement au philosophe. Mais attention, cette opposition n'est pas absolue. Cette opposition n'est pas définitive. C'est pourquoi je dis souvent que, à ceux qui disent que quand on est philosophe, on ne peut pas être un croyant, c'est faux. Il n'est écrit nulle part que quand on est philosophe, on ne peut pas croire en Dieu. Ça n'existe pas. Entre le fait de philosopher et le fait de croire en Dieu, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a donné des preuves qu'il existe et qu'il a existé des philosophes religieux. Averroès était un philosophe musulman religieux. On l'appelle aussi Ibn Rushd, Ibn Arabi, Imam Ghazali, Mohamed Iqbal de l'Inde. Et plus près de nous, le philosophe sénégalais Souleymane Bassir Diagne, qui est un philosophe, qui est l'un des plus grands philosophes du monde, mais également aussi un très grand religieux. Donc, il y a en fait une relation de complémentarité qui peut exister entre la philosophie et la religion. Il peut y avoir effectivement une relation de cohabitation ou bien même une relation de fusion entre effectivement la foi et la raison. Pourquoi je le dis? Je le dis suivant deux arguments. Le premier argument, c'est quoi? C'est que la foi a besoin de la raison. La foi a besoin de la philosophie. La foi a besoin de la science pour rendre clair effectivement ces révélations. Un imam ou bien un homme religieux a besoin de se servir de la logique philosophique pour rendre clair son message. On a besoin de la philosophie pour rendre clair effectivement la révélation. Donc, la philosophie peut bien être au service de la religion, au service de la foi. Tout comme également aussi, la foi peut sauver la raison. La foi peut sauver la philosophie. Comment? Et ça, c'est Kant qui nous propose la réponse. Emmanuel Kant nous dit que la raison peut s'aventurer et s'élever vers des questions ou bien vers des problèmes qui dépassent ses compétences. Parce que le fait de vouloir dire que par la raison, on peut accéder à n'importe quelle vérité, il n'y a pas une idée effectivement aussi sottise et aussi erronée. La raison a des limites. Et c'est parce que la raison a des limites que le philosophe allemand Emmanuel Kant dit que devant les questions relatives à Dieu, relatives à l'au-delà, relatives à l'âme, j'ai dit abolir la connaissance pour faire place à la croyance. Donc, la raison peut bien aider la foi dans l'explication de ces principes et la foi également peut aider la raison à discipliner ses ambitions, à discipliner ses ardeurs, à rester tout simplement cohérente et à rester effectivement compétente par rapport à ses valeurs. Voilà en fait la relation de complémentarité entre la philosophie et la religion. Et ici, si vous tombez sur un sujet qui parle de philosophie et religion, je vous dis très bien, vous pouvez avoir comme principe oui et non. C'est possible. Pour être philosophe, faut-il renoncer à la croyance religieuse? On peut dire, pour être philosophe, il faut impérativement renoncer à la croyance religieuse. Parce que la philosophie se caractérise par la critique, alors que la croyance se caractérise par l'adhésion, par la soumission, par l'acceptation. Et Kierkegaard disait même que la foi n'a pas besoin de preuves. Kierkegaard, la foi
n'a pas besoin de preuves, elle est son ennemi même. Vous voyez? Mais dans l'antithèse, je peux dire que pour être philosophe, on peut aussi être religieux. Parce que entre la philosophie et la religion, il n'y a pas un mur qui les sépare définitivement. Entre la philosophie et la religion, il n'y a pas effectivement un mur infranchissable. On peut bien être philosophe et en même temps être religieux. Et sur ce domaine-là, je vais terminer avec sur les rapports entre la philosophie et la science. Quand nous posons le problème de la philosophie et de la science, il faudra avoir à l'esprit d'abord que nous vivons dans un monde. Et le monde dans lequel nous vivons accélère à un rythme de transformation inédit. Les progrès scientifiques et techniques ont radicalement transformé la vie humaine, ont radicalement changé les choses, de sorte que l'homme ne cesse de remettre en question l'utilité de la philosophie, l'homme ne cesse effectivement de reléguer la philosophie au dernier plan pour la science. Et d'abord pourquoi? Parce qu'au moins par la science, l'homme parvient à accéder à la vérité. Comme on puisse dire, la science nous offre des vérités, et des vérités dont Karl Jaspers dit qu'elles sont apodictiques, des vérités certaines. Je dis, si l'homme moderne a tendance à renoncer à la philosophie, si l'homme moderne a tendance à critiquer la philosophie au nom de la science, c'est parce qu'il a d'une part raison, parce que la science lui offre effectivement des vérités certaines. Non seulement la science offre à l'homme moderne des vérités certaines, mais aussi la science effectivement transforme même le visage du monde et améliore aussi les conditions de vie et matérielles de l'homme. Nul ne peut douter aujourd'hui de l'importance de l'intelligence artificielle, nul ne peut aujourd'hui douter effectivement de l'importance de l'ingénierie, nul ne peut aujourd'hui douter effectivement de l'importance de la technologie. Donc, partant de ce contexte-là, partant de ces considérations-là, il est effectivement probable que toute compétition entre la philosophie et la science n'est que ruineuse pour la première, comme le dit le philosophe. Mais il y a des élèves, comme les élèves de S, ouais, SI. Quand ils tombent sur un sujet qui porte sur la philosophie et la science, ils se contentent de broyer la philosophie, ils se contentent de taper sur la philosophie. Presque les 3 quarts de la dissertation vont porter sur la philosophie, c'est bavardage, la philosophie est inutile, la philosophie ne sert à rien. Maintenant, nous devons une copie de 4 phrases, 4 lignes, science sans conscience n'est qu'une de l'âme, la philosophie est importante. Et enfin, retenons que la science mouille. D'habitude, c'est 6 ou bien c'est 7 comme correction. C'est 6 ou 7. Parce que chers élèves scientifiques, aussi bien que chers élèves littéraires, quand on vous donne un sujet qui s'interroge sur les rapports entre la philosophie et la science, c'est pour vous inviter à prendre conscience de l'importance de la philosophie. À prendre conscience qu'un monde sans philosophie, c'est un monde qui va tout droit vers l'échec. C'est pour vous dire que la science a besoin de la sagesse de la philosophie. C'est pour vous dire que la science a plus besoin de la philosophie pour rendre l'homme à la fois libre et heureux. C'est pour dire qu'effectivement que la science ne peut pas à elle seule répondre aux questions que se pose l'homme. Parce qu'il y a des questions relatives à l'immortalité de l'âme. Il y a des questions relatives à la signification de la vie. Il y a des questions relatives à la métaphysique. Ces questions-là ne sont pas de l'ordre de la science. Or, l'homme est un animal métaphysique. Schopenhauer le dit. Donc, apprenez à équilibrer votre développement, chers élèves. Montrez que du point de vue de la vérité, on peut renoncer à la philosophie. Parce que la philosophie ne nous fournit aucune vérité palpable et concrète. Du point de vue de la transformation et de l'amélioration de nos conditions de vie, on peut rien attendre de la philosophie. Parce que la philosophie, le philosophe ne remplit pas le vide par des ponts. Le philosophe ne fabrique pas, ne construit pas des infrastructures. Tout ça, c'est du domaine de la science et de la technique. Mais une fois qu'on aura dit tout cela, il faut réserver une part importante à l'apport de la philosophie dans un monde hanté par les dangers que pose effectivement la science et la technique. Et ces dangers, vous les connaissez tous. Vous les alignez. Réchauffement climatique, vous les alignez.
clonage, vous les alignez. La robotisation, vous les alignez. Et même l'intelligence artificielle qui aujourd'hui ne cesse de menacer l'intelligence naturelle, vous l'alignez. Et après, vous montrez toute l'importance de faire de la philosophie, parce que la philosophie ne cesse de nous rappeler que nous sommes des hommes, que nous sommes des humains. Qu'on ne doit pas être instrumentalisé par l'intelligence artificielle, que l'homme ne doit pas être au service de la machine, mais c'est la machine qui doit être au service de l'homme. Vous posez ces questions. Donc, d'autre part, vous avez 3 points sur lesquels je voudrais insister. Le premier point, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas comparer philosophie et science. On ne peut pas établir un rapport de rivalité entre la philosophie et la science. Ça n'a pas de sens. Donc, tu règles ça rapidement. Dès l'antithèse, la première phrase que poser moi, est-ce qu'on doit penser la philosophie et la science sur le mode de la rivalité et sur le mode de la concurrence? Non, ça n'a pas de sens. La philosophie n'a pas à entretenir un rapport de rivalité avec la science parce que les deux n'ont pas la même finalité. Les deux n'ont pas effectivement le même objectif. La philosophie, vous l'avez même dit, que la philosophie se caractérise par l'incertitude. Il n'y a pas de vérité exacte en philosophie. Et vous voulez dire qu'on doit attendre de la philosophie des vérités exactes. Ça n'a pas de sens. Donc, dites plutôt qu'il n'est pas du rôle et de la mission de la philosophie de fournir à l'homme des vérités concrètes et des vérités palpables. Ça, c'est le domaine de la science. Mais mieux, montrer l'importance de la philosophie à travers la conscience, à travers la morale. Montrer également l'importance de la philosophie à travers les questions d'ordre métaphysique. Parce que quels que soient les progrès scientifiques et techniques, quelles que soient les réalisations de la science, l'homme restera et l'homme se posera toujours des questions relatives à la mort, relatives à l'au-delà, relatives à Dieu. Or, ces questions sont des questions parfois qui sont d'ordre effectivement philosophique, même si la religion également peut nous proposer aussi des réponses. Ça, c'est effectivement le premier point sur lequel je voulais insister. Et nous allons y revenir après. Le deuxième point, ça va consister effectivement à la vie sociale. Et quand on parle de la vie sociale, je commencerai rapidement par le sujet du bac technique. Peut-être vous l'avez certainement vu, le sujet du bac technique, qui a dit que est-il pertinent, je ne sais pas si je me trompe ou pas, est-il pertinent ou bien est-il pertinent d'opposer nature et culture pour comprendre l'homme? Je ne sais pas si je me suis trompé. Oui, qui se rappelle du sujet? Le sujet du bac technique 2026. Oui, l'opposition. Voilà, l'opposition entre nature et culture est-elle pertinente pour comprendre l'homme? Voilà. C'est ça, en fait, le sujet du bac technique. L'opposition entre nature et culture est-elle pertinente pour comprendre l'homme? Nature et culture, c'est toujours 2 points que je propose aux élèves. Le premier point, c'est effectivement l'opposition entre nature et culture. Pourquoi nature et culture doivent s'opposer pour comprendre l'homme? D'abord, la nature, il faut toujours se rappeler que la nature, vous avez 2 définitions qu'il faut retenir de la nature. Il y a la nature au sens du monde extérieur naturel, c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a la nature comme ce qui relève effectivement de notre animalité, de notre héritage biologique. ñaari sens nature yooyu moo am. La nature renvoie d'abord à ce qui est extérieur à l'homme, c'est l'ensemble des réalités naturelles, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Et la nature également relève également de l'inné, ce que vous appelez l'inné. L'inné, c'est avec quoi l'être né, notre biologie. Ce qui relève de l'hérédité, pour reprendre un peu Claude Lévi-Strauss, l'hérédité. De sorte que parfois, pour distinguer nature et culture, on utilise 2 concepts, héritage et hérédité. L'héritage, la culture, c'est le domaine de l'apprentissage, de la connaissance. L'hérédité, c'est le domaine biologique et instinctif. Maintenant, premièrement, pourquoi un philosophe comme Georges Bataille, je ne sais pas si vous l'avez fait, un philosophe comme Georges Bataille, ou bien un philosophe comme Bataille, vous pouvez écrire Bataille comme vous l'entendez, Bataille considère que la culture est une négation de la nature. La culture s'oppose à la nature.
Et pour comprendre ça, d'abord, il faut partir de quoi? Il faut partir effectivement du mythe de, je ne sais pas si vous l'avez fait en classe, du mythe de Prométhée. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mythe de Prométhée. Ou bien, bon, même si vous n'avez pas cette culture, au moins montrer au départ que pour que l'homme puisse devenir humain, pour que la vie puisse être possible, il a fallu pour l'homme de transformer le monde extérieur naturel. Parce que vous savez tous que de toutes les créatures, l'homme est la créature la plus vulnérable. Seul l'homme vient au monde sans rien du tout. L'animal vient au monde avec tout le dispositif, avec l'appareillage dont, effectivement, voilà, dont il a besoin pour vivre et s'adapter dans la nature. Ok? On dit souvent que Dieu ou bien la nature a suffisamment pourvu l'animal d'outils, de moyens pour vivre et subsister dans la nature. Or, l'homme vient au monde nu, mais ne dispose qu'une seule chose, c'est son intelligence. C'est pourquoi Bergson a souvent l'habitude de dire que l'homme est d'abord homo faber avant d'être homo sapiens. C'est-à-dire que l'homme est d'abord un technicien, un fabricateur. Donc, la culture s'oppose à la nature dans ce sens que l'homme, pour qu'il puisse vivre, il doit tirer de la nature des outils par lesquels il fabrique un monde nouveau. Le monde dans lequel nous sommes, ces salles de classe-là, voilà tout ça, voilà ces infrastructures, ces maisons-là, ne tombent pas du ciel. Mais il a fallu effectivement se débarrasser des arbres, il a fallu se débarrasser effectivement des animaux pour pouvoir effectivement installer la vie humaine. La vie humaine s'est installée sur la base de la négation de la vie animale et effectivement de la vie naturelle. Il faut vous déguer opposition. Nature et culture s'opposent. La culture, effectivement, c'est la culture, c'est la transformation. La culture, c'est l'acte de transformer. C'est ça la culture. La culture, c'est l'acte de transformer. C'est le fait de transformer l'animalité en humanité. C'est le fait de transformer le naturel en une vie humaine. Donc, pour que la vie humaine puisse être possible, pour que nos villes puissent exister, pour que nos pays puissent exister, pour que nos gratte-ciel, ok, nos L+3, L+4, il a d'abord fallu à l'homme de transformer le monde extérieur naturel, il a fallu à l'homme de s'opposer à la nature. Mais si vous vous retournez en arrière pour donner des exemples terre à terre, je ne sais pas, 10 ans ou bien 15 ans derrière, ici, voilà, vous allez trouver des arbres, des animaux. 20 ans, 30 ans derrière. Mais pourquoi aujourd'hui on trouve des salles de classe? C'est parce que c'est la culture qui s'est opposée à la nature. L'autre opposition nature et culture. Donc, l'autre première opposition, c'est par le travail et par la technique que l'homme, effectivement, transforme le monde extérieur naturel pour en faire un monde humain. Donc, le monde humain n'est pas tombé gratuitement du ciel. Le monde humain, effectivement, sort directement de la pensée et de la conscience de l'homme. L'homme est le seul être qui se fait et qui se fait seul. L'animal ne se fait pas, l'animal il est fait par la nature. L'animal il est fait par Dieu. Dieu a doté de l'homme d'intelligence et de conscience, et c'est par cette conscience et cette intelligence que l'homme va vivre, que l'homme va s'adapter dans la nature. L'homme est première opposition. Maintenant, si on en vient au sujet là, le sujet nous dit que faut-il opposer nature et culture pour comprendre l'homme? Évidemment, on ne peut pas comprendre l'homme si effectivement ce qui relève de notre humanité, ce qui relève de nos valeurs, ce qui relève de notre éducation ne s'exprime pas au détriment de ce qui relève de notre animalité. Là, il faut montrer que la nature symbolise tout ce qui est animalité chez l'homme et la culture symbolise tout ce qui est humain chez l'homme. Mais pour que ce qui est humain s'exprime et parle, il faut neutraliser, il faut dominer, il faut étouffer tout ce qui est animalité en nous. La culture doit s'opposer à la nature. Et cette opposition-là est fondamentale pour comprendre l'homme. Parce que si la culture, si par notre éducation, on n'empêche pas notre animalité de s'exprimer, mais on ne peut pas comprendre l'homme. L'homme ne peut pas se comprendre. L'homme ne peut pas se comprendre à travers des actes qui relèvent de l'animalité. On ne peut comprendre l'homme que si et seulement si l'homme agit en homme. Mais si l'homme agit en animal, on ne peut pas le comprendre. Et pour que l'homme puisse agir en homme, il faut que la culture s'oppose à la nature. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que c'est clair ça? Maintenant, dans ce sujet-là, il faut, dans la deuxième partie,
montrer que est-ce que cette opposition-là est pertinente. Moi, le deuxième point du cours sur nature et culture. Moi, est-ce que opposer nature et culture est la solution ou bien est-ce que nature et culture ne se complètent pas? Donc, deuxièmement, il faut comprendre que on n'a pas besoin d'opposer nature et culture, mais on doit effectivement les fusionner. Les fusionner. Nature et culture doivent se fusionner. D'où le rapport de complémentarité. Et le très grand philosophe qui nous a quittés il y a 3 semaines, je pense, il est mort à l'âge de 107 ans, Edgar Morin, disait que l'homme est un être bioculturel. L'homme comme un être bioculturel. Parce que, il y a entre nature et culture, il y a opposition. Alors là, tu oublies que ce qui relève de la culture et de la nature, on ne peut pas effectivement établir une frontière en disant que voilà ce qui relève de la nature et voilà ce qui relève de la culture. Déjà Rousseau, je ne sais pas si vous l'avez fait en classe, déjà Rousseau, dans l'un de ses textes intitulé Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, nous dit que on ne peut pas démêler, c'est-à-dire on ne peut pas séparer, on peut pas séparer ce qui relève du naturel et du culturel. Tout acte humain est à la fois naturel et culturel. L'acte de parler, je suis en train de parler, mais pour que je puisse parler, il faut que je dispose de cordes vocales. Il faut que je dispose de langue. Mais ça relève de la nature. C'est biologique. Mais ce qui sort de ma bouche, ça relève tout simplement de la culture parce que je l'ai appris. J'ai appris à parler. Donc, de ce point de vue, entre nature et culture, il faut effectivement les comprendre non pas en termes d'opposition, mais il faut les comprendre en termes de complémentarité pour comprendre l'homme. Donc, pour mieux comprendre l'homme, il faut fusionner nature et culture. Pour mieux comprendre l'homme, il faut savoir que ce qui est naturel est à la fois culturel et ce qui est culturel est également à la fois naturel. D'où l'homme est un être bioculturel. Donc, le premier point sur nature et culture. Le deuxième point, ça porte sur la question de la nature humaine. Là également, c'est un problème que beaucoup d'élèves n'abordent pas. Nature humaine. Existe-t-il une nature humaine? Existe-t-il une nature humaine? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe chez l'homme un ensemble de caractères de comportements fixes, immuables et éternels? Existe-t-il une nature humaine? C'est une leçon fondamentale. La plupart des collègues duñ ko bàyyi xel. Donc, si vous supposez qu'il existe une nature humaine, cela veut dire que l'homme, ce qu'il a à être, a d'abord été défini, a d'abord été déterminé. Cela veut dire que l'homme n'est pas un projet, mais l'homme est un prédestiné. Je reprends. Parce que leçon bi, donc normalement, tu dois comprendre tout ce qui vient. Liberté, état, art, etc. Alors que cette leçon, c'est juste après nature et culture, il faut poser le problème de la nature humaine. Le problème de la nature humaine. Où il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a ceux qui disent qu'il existe une nature humaine. Nature humaine, néna, moins là. Quand je dis il y a une nature humaine, c'est comme si vous dites à quelqu'un, yo, tu es naturellement comme ça. Ça veut dire que yo, tu bavardes tout le temps. Ou bien tu dis à un élève, yo, tu es naturellement comme ça. C'est naturel. Voilà, non, je suis naturellement comme ça, dans ma timide. Lolo, moi, nature humaine. Maintenant, est-ce que ça existe? Est-ce que le comportement de l'homme, est-ce que les actions de l'homme, est-ce que l'attitude de l'homme, est-ce que c'est une attitude qui a été prédéfinie avant sa naissance ou bien c'est une attitude qui relève de sa responsabilité? Il y a une nature humaine, cela veut dire que l'homme n'est pas libre. L'homme est déterminé. Cela veut dire que l'homme naît, mais l'homme n'agit pas, il est agi. Cela veut dire que l'homme, son comportement, ses actions, sa vision, ses projets, tout ça effectivement précède sa naissance. C'est ça qu'on appelle la thèse essentialiste. Maintenant, si vous prenez l'autre perspective en disant qu'il n'existe pas de nature humaine, alors là, tu es effectivement un sartrien. Ça veut dire que l'homme est liberté. Cela veut dire que c'est l'homme qui choisit d'être ce qu'il a envie d'être.
Cela veut dire que c'est l'homme qui définit ses projets. Cela veut dire que l'homme est une page blanche, comme le disait Mauriac. L'homme est une page blanche. Il appartient à l'homme d'écrire son histoire. Et euh, c'est en fait quelques jours en Côte d'Ivoire, ce qui a fait révolter les élèves du baccalauréat. On leur a donné un sujet comme ça, le bac Côte d'Ivoire, en leur disant que l'homme, l'homme construit-il son histoire? Voilà, c'est ça le sujet. L'homme construit-il son histoire? C'est ça. Ça peut venir au bac. L'homme construit-il son histoire? xam naa am na ñoo xam ne ñoom xalaat nañ bu yàgg na l'histoire comme de Lat Dior, l'histoire. L'homme construit-il son histoire? Mais attention, quand on dit l'homme construit-il son histoire, ça veut dire que est-ce que l'homme est responsable de son devenir? Est-ce que l'homme est responsable de son destin? Est-ce que l'homme est responsable de sa vie? Et là, ça pose directement la question que il n'existe pas de nature humaine. C'est parce qu'il n'existe pas de nature humaine que l'homme construit son histoire. Mais si vous dites qu'il existe une nature humaine, ça veut dire que l'homme ne construit pas son histoire, c'est l'histoire qui construit l'homme. Ou bien il y aurait un Dieu quelque part qui a déjà défini effectivement ceux qui auront le bac et ceux qui n'auront pas le bac. Maintenant, si vous dites qu'il n'y a pas de nature humaine, ça veut dire que pour avoir 100%, tout ça dépend effectivement de vous. Ça veut dire que l'homme est responsable. Ça veut dire que l'homme est libre. Pourquoi l'homme est libre? Parce que l'homme est doté de conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience n'est rien d'autre que ce miroir qui est en moi, ok, et qui m'informe et qui m'informe de ce que je fais et qui m'informe effectivement de mes actions et de mes faits. L'homme est la conscience. Or, la conscience est le fondement de la liberté. Si on dit que l'animal n'est pas libre, si les choses ne sont pas libres, c'est parce que toutes ces créatures-là sont dépourvues de conscience. La conscience me permet de répondre de mes actes. La conscience, c'est tout simplement ce qui est là. Et au moment d'agir, ok, il me renvoie l'information que c'est moi qui est en train d'agir. L'homme est la conscience. Il n'y a rien de compliqué. La conscience, c'est tout simplement le témoin de ma vie. Lol, vous pouvez même mettre ça. La conscience, c'est égal le témoin de ma vie. La conscience, c'est cette faculté qui est en moi et qui, à chaque fois que je suis en train de parler, il me fait savoir que je suis en train de parler. La conscience, c'est cette faculté qui est en moi. À chaque fois que je marche, il m'informe que je marche. La conscience, c'est cette faculté qui est en moi. À chaque fois que je suis en train de sentir quelque chose, il m'informe que je suis en train de sentir quelque chose. Et en ce moment-là, je suis responsable de mes actes. Je suis effectivement libre. L'homme est conscience. Il n'y a rien du tout. Maintenant, cette conscience-là est la condition de la liberté de l'homme. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de liberté. C'est pourquoi lorsque quelqu'un dort pendant la nuit et se permet effectivement de se lever pour parler inconsciemment, c'est parce que cette conscience est absente. Et là, c'est l'inconscient qui parle. Ce qui pose directement la question de la liberté. Am na élèves yu bëri nag moom doo waxee liberté ba léegi xamuñ ne la liberté c'est deux parties. C'est deux parties. La liberté comme conscience, la liberté comme libre arbitre, la liberté comme déterminisme, la liberté comme responsabilité. Ça, c'est la liberté du point de vue métaphysique, du point de vue philosophique. La liberté comme contrat, la liberté comme État, la liberté comme norme, la liberté comme société. Ça, c'est la liberté du point de vue politique. Parfois, nga dem bac, ben copie, élève bi ñëw, l'homme doit être libre, l'homme obéit aux lois, en obéissant aux lois, je suis libre. Mais Descartes dit que le libre arbitre, c'est le fait de choisir. Sartre dit que l'homme est condamné à être libre. Jaxase nga lépp suppukaat ña nga ko. Faites attention parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, les perspectives ne sont pas les mêmes. Donc, le premier point sur la liberté, ça porte sur la conscience, sur la responsabilité. C'est la question de savoir pourquoi l'homme est le seul être capable de proclamer la liberté. Pourquoi l'homme est le seul être désigné pour
être responsable de sa vie et de son destin? C'est parce que l'homme est doté de conscience. C'est la réponse.